à tous et bienvenue à cette conférence organisée par le musée de sciences biologiques Dr Mérieux. François Lacoste, bonjour. François, Bonjour. vous êtes directeur exécutif en charge de la recherche et développement chez Biomérieux. Merci infiniment d'avoir accepté de donner pour nous cette conférence dans le cadre des Jeudis du musée. Vous allez nous parler de Covid, un sujet plus d'actualité aujourd'hui que jamais. Et vous allez faire un point d'étape sur cette pandémie qui nous a frappés il y a bientôt un an. Vous allez nous parler de la maladie en elle-même, mais également des moyens de lutter contre, du diagnostic, des différents types de diagnostics, également de vaccination. François, je vous passe la parole. Merci. Bonjour, effectivement, un an après l'apparition de cette maladie en Chine, je vous propose de faire un bilan d'étape pour partager l'état des connaissances, où on en est et les perspectives. Effectivement, il y a un an, dans la province du Hubei, au centre de la Chine, a débuté une épidémie de pneumonie atypique, dite pneumonie de Wuhan, au début qui a été attribuée à une épidémie de grippe, et puis bien vite on s'est aperçu qu'il ne s'agissait pas de ça. Et en début 2020, en fait, on a identifié qu'il s'agissait d'un autre pathogène, une maladie liée à un coronavirus. Et un an plus tard, en décembre 2020, malheureusement aujourd'hui on dénombre plus de 1,6 million de morts à l'échelle mondiale, 300 000 aux États-Unis, 52 000 en France, et plus de 72 millions de personnes sont infectées par le SARS-CoV-2, responsable de cette maladie dite Covid-19. Et c'est pourquoi, au mois de mars 2020, l'OMS a parlé de pandémie, c'est-à-dire d'une maladie qui est présente maintenant dans l'ensemble des pays dans le monde. On est donc passé d'une épidémie à une pandémie. Alors, parlons de l'agent responsable de cette maladie. Il s'appelle effectivement le virus SARS-CoV-2. Donc Covid-19, c'est la maladie. SARS-CoV-2, c'est l'agent responsable de cette maladie. Il a été identifié, caractérisé dès le début de l'année 2020. Il s'agit d'un virus dit à ARN avec son matériel génétique qui fait une taille d'à peu près 80 nanomètres. Et il doit son nom, en fait, si on regarde la photo qui est une image prise en microscopie électronique, à la présence de spicules à la surface du virus qui donne cet aspect en couronne, d'où le préfixe de coronavirus donné à cet agent pathogène. Cet agent pathogène, ces coronavirus sont très présents dans le règne animal. J'ai fait figurer quelques exemples ici, mais il y en a bien d'autres. Chez les oiseaux et puis chez les mammifères, ils sont responsables de maladies respiratoires chez les oiseaux par exemple, digestives chez les bovins. Ces maladies chez les oiseaux, les poulets, chez le chat, chez le chien, les bovins sont limitées à ces espèces. Donc ça c'est important, il n'y a pas de contamination à l'homme. Par contre elles ont des points communs, ces maladies elles sont très contagieuses à l'intérieur de chacune de ces espèces et elles peuvent être prévenues par des vaccins de la bronchite aviaire par exemple chez le poulet ou chez les bovins par des vaccins contre ces affections digestives. Plus particulièrement, la chauve-souris et le dromadaire ont des rôles particuliers. La chauve-souris héberge un nombre très important de coronavirus. Elle a en plus un système immunitaire qui est très particulier, qui lui permet d'héberger ces virus sans être elle-même touchée par une pathologie. Et elle joue un rôle majeur dans la transmission de certains virus à l'homme, puisqu'on le verra après, 5 des 7 coronavirus qui touchent l'homme aujourd'hui ont une origine de chiroptère, de la chauve-souris. Et le dromadaire, le chameau, a un rôle particulier puisqu'il a servi un petit peu à faire la courte échelle à une maladie qui a eu lieu en 2012 en Arabie Saoudite entre un virus de la chauve-souris et l'homme, et il a servi d'intermédiaire. Donc on voit des virus qui sont très présents dans le règne animal, certains d'entre eux bien cantonnés à leur espèce d'origine, d'autres par contre chez la souris ou chez la chauve-souris ou par exemple d'autres chez les camélidés qui peuvent servir d'intermédiaires. Alors maintenant si on regarde les coronavirus chez l'homme, effectivement il y en a 7 à ce jour. Il y en a certains qui sont connus depuis longtemps, présents à l'état ubiquitaire, ils circulent, ce sont ces coronavirus endémiques, responsables de 20% des rhumes chaque hiver, ils sont bénins chez les
personnes immunocompétentes. Et depuis les années 2000, on a vu par contre de nouveaux coronavirus infecter l'homme avec des conséquences beaucoup plus graves. Ça a été le cas en 2002 en Asie et particulièrement en Chine d'une épidémie liée au premier coronavirus SARS-CoV-1 qui a induit à peu près 700 morts sur 8000 personnes touchées. Là aussi, l'origine de ce virus était la chauve-souris à travers des intermédiaires comme la civette ou le chien vivrin. Puis en 2012, c'est en Arabie Saoudite qu'a été découverte cette pathologie Middle East Respiratory Syndrome, dont le chameau était l'intermédiaire. Et depuis 2019, donc l'épidémie à SARS-CoV-2, qui est un virus très proche d'un virus trouvé aussi chez la chauve-souris. On a incriminé le pangolin, notre animal, comme hôte intermédiaire. Ça n'a pas vraiment été formellement démontré, mais en tout cas, il s'agit d'un virus d'origine de chauve-souris. La transmission chez l'homme est interhumaine et se fait par voie respiratoire. Alors, schématiquement, un virus, d'abord, pour pouvoir se multiplier, il agit comme un parasite et il a besoin d'infecter une cellule pour détourner toute la machinerie cellulaire à son profit pour pouvoir se multiplier, se répliquer et aller infecter après d'autres cellules. Donc là, sur cette image, vous avez la représentation du virus, le SARS-CoV-2, et à la surface, vous voyez ce qui représente cette couronne avec ces spicules qui sont constituées de deux sous-unités, S1, S2. Et sur la cellule, qui est représentée dans le fond de cette image, on voit des récepteurs cellulaires qui sont vraiment la serrure qui va permettre au virus de pouvoir rentrer dans la cellule, comme on le schématise sur la droite. Cette protéine spike est vraiment la clé et les récepteurs cellulaires sont vraiment les serrures qui permettent spécifiquement à ce virus de rentrer dans les cellules. Alors, quelques éléments sans rentrer dans le détail de la variabilité génétique du SARS-CoV-2. C'est un virus dit à ARN. Ces virus-là sont plus sensibles à des mutations, mais le SARS-CoV-2 est 4 fois moins sensible aux mutations que le virus de la grippe, 10 fois moins sensible que le virus HIV à des mutations, mais néanmoins, il en existe. Et là, en haut, vous avez une représentation schématique des différents gènes codant pour différents constituants de ce virus. Et il y en a un qui est particulièrement important, c'est le gène codant pour cette protéine S, la spike dont on parlait tout à l'heure, qui est la clé d'entrée pour le virus et qui est sujet à de nombreuses mutations. Il y en a une, par exemple, la mutation D614G, qui n'était pas du tout présente au début de la pandémie et qui, au mois de juin, concernait pratiquement 100% des isolats. Nous, chez bioMérieux, on a pu participer au séquençage du premier cluster qui a eu lieu en Haute-Savoie, au Contamine Montjoie, ce qui a permis, en relation bien sûr et en collaboration avec le Centre national de référence, de confirmer la séquence de ce virus et puis de nous aider aussi à commencer à développer des tests PCR notamment. Alors, il y a un autre élément aussi qui est important, ce sont les récepteurs cellulaires, on l'a vu tout à l'heure. Il y en a de deux types, connus à ce jour, ACE2 et neuropiline 1. Ce qui est important, c'est que ces récepteurs ils sont présents sur de très nombreuses cellules, de nombreux organes. Le système respiratoire, bien sûr, mais le système digestif, au niveau rénal, au niveau vasculaire, au niveau nerveux. Ce qui explique après les symptômes qu'on peut observer aussi liés à cette infection. Et il en est de même aussi pour la neuropiline 1. Alors, la réponse à l'infection au SARS-CoV-2, le système immunitaire va répondre, bien sûr, d'abord par une réponse immédiate, dite l'immunité innée. Dès qu'une cellule va être infectée, il y a des médiateurs, l'interféron 1 par exemple, qui va envoyer un certain nombre de messages aux premières lignes de défense qui vont pouvoir venir réagir et neutraliser l'effet de ce virus et l'infection à d'autres cellules. Et puis, au fur et à mesure de cette infection, après 7 à 10 jours, il y a une catégorie particulière de cellules qui s'appellent les cellules dendritiques qui vont se charger de présenter ce virus à des cellules qui vont synthétiser des anticorps spécifiques du SARS-CoV-2. Donc ça, c'est la réponse de l'hôte, la réponse des personnes qui sont infectées. Et dans la plupart des cas, ça se passe de cette façon et de façon appropriée. Mais il arrive parfois qu'au bout de 5 à 7 jours, le virus ait pu
surmonter les premiers niveaux de défense et que la réponse adaptative cellulaire et humorale va être très importante parce qu'il va y avoir une invasion très importante de virus et va déclencher la production chez le patient de nombreuses cytokines qui vont avoir un effet très pro-inflammatoire. On parle de l'orage cytokinique et qui peut avoir des répercussions très importantes après sur les symptômes et la pathologie aboutissant à des formes très sévères. Alors, l'infection à Covid-19, la plupart du temps, elle est asymptomatique ou avec peu de symptômes, dans 85% des cas. Et par contre, dans 15% des cas, on va avoir des formes très symptomatiques ou sévères. C'est ce qui fait aussi la dangerosité de cette pandémie, puisque beaucoup de personnes ont été infectées sans avoir forcément de symptômes et ont pu contaminer d'autres personnes sans qu'on s'en aperçoive, et ce qui explique la diffusion très large de ce virus avec toutes les personnes qui ont voyagé de la Chine et à l'intérieur de chacun des pays. Ce qui est important aussi de se souvenir, c'est qu'il y a 3 facteurs vraiment favorisant l'infection. Le premier, c'est le froid. Le deuxième, c'est la promiscuité. Et la troisième, c'est l'humidité. Donc la saison hivernale, elle est vraiment favorable à l'infection. Mais il faut se rappeler aussi qu'on a observé pendant la saison estivale, en France, en Allemagne et aux États-Unis, des cas dans les abattoirs où règnent ces conditions de promiscuité, d'humidité et de froid. Ensuite, il y a cette notion de taux de reproduction qui est suivie régulièrement pour contrôler combien une personne infectée va pouvoir contaminer de personnes réceptives, et ce R doit toujours être inférieur à 1 pour arriver à casser la chaîne de transmission. Aujourd'hui, au mois de décembre, là, il est de 0,8 en France et il faut absolument arriver à le contenir. Si l'infection entraîne des symptômes, on va avoir une forme grippale avec de la fièvre, de la toux, des courbatures, de la fatigue. Mais il existe aussi d'autres symptômes qui sont plus spécifiques de l'infection à SARS-CoV-2. C'est la perte partielle ou totale du goût, la perte ou la diminution de l'odorat par exemple. Et il existe aussi d'autres symptômes qui sont assez spécifiques de l'infection à SARS-CoV-2. Et pour les formes sévères, on va avoir des pneumonies, des formes de détresse respiratoire, des problèmes vasculaires aboutissant à des thromboses, des inflammations sévères qui nécessitent vraiment une hospitalisation aux urgences et aux soins intensifs, sachant qu'en soins intensifs, il y a une proportion importante de mortalité. Et aussi, il faut savoir qu'il existe des facteurs, je dirais, aggravants, l'obésité, des phénomènes inflammatoires sous-jacents qui peuvent exacerber ces phénomènes-là. L'âge aussi est un facteur favorisant. Par contre, il y a eu beaucoup de progrès déjà de réaliser grâce à la prise en charge en soins intensifs pour diminuer la mortalité sur ces formes sévères. Alors, diagnostic biologique de la Covid-19, les tests. On peut rechercher la présence du virus en d'abord focalisant la recherche du matériel génétique de ce virus, ce sont les tests PCR, ou en allant rechercher la présence des constituants protéiques, les antigènes du virus, ce sont les tests antigéniques. On peut aussi rechercher la présence d'anticorps induits par l'infection, c'est la réponse de l'hôte, ce sont les tests sérologiques. Et enfin, mais c'est à titre de recherche, c'est d'explorer l'immunité à médiation cellulaire qui a un rôle important aussi dans la défense à l'infection, mais qui est plus, je dirais, étudié au stade de la recherche ou des essais cliniques à ce jour. Il faut bien prendre en compte que l'industrie du diagnostic in vitro a réussi en à peine quelques mois à développer et produire des tests de qualité à l'échelle industrielle, à l'échelle de millions de tests. Et nous-mêmes, bioMérieux, on était vraiment en première ligne et tout le personnel R&D et au niveau de la fabrication a été mobilisé 7 jours sur 7 pour être au rendez-vous, ce qui a été le cas. Alors, ça c'est une illustration. Quand on regarde l'axe horizontal, c'est le délai depuis le jour de l'infection qui commence à gauche. Il y a une phase donc, qui est asymptomatique et puis il y a un début des symptômes vers 5 jours après l'infection. Et là, on va pouvoir parler des marqueurs biologiques qui vont être suivis par les différents tests dont on parlera après. Tout d'abord, c'est la présence de l'ARN viral qui va être détecté par PCR. Ce qui est important de voir, c'est que cet ARN viral, il peut être détecté durant la phase asymptomatique et puis après, bien sûr, durant la phase symptomatique où il va y avoir un pic et une diminution au bout d'une vingtaine de jours à peu près. En ce qui concerne les tests antigéniques pour la détection du virus, ils vont plutôt être
détectables ces virus dès que les symptômes vont être présents et vont durer une quinzaine de jours à peu près. Donc on voit la différence entre la recherche du matériel génétique à travers la PCR et les tests antigéniques dont on parlera. Et puis, en deuxième intention, c'est la réponse de l'immunité adaptative avec la synthèse d'anticorps, avec tout d'abord les premières classes IgM qui apparaissent très tôt, hein, entre 5 et 7 jours après le début des symptômes, suivi de très près aussi par les IgG hein, qui sont plus durables, même si aujourd'hui on ne sait pas combien de temps l'immunité va être préservée, mais on peut détecter des anticorps déjà après 6 mois après l'infection. Et il faut savoir aussi que la réponse en anticorps, elle est proportionnelle souvent à la gravité des symptômes observés. Et ce qui est important aussi pour la détection d'anticorps, c'est d'aller chercher des anticorps qui ciblent cette fameuse protéine spike dont on parlait tout à l'heure, parce que ces anticorps permettent d'éviter cette infection et sont un bon marqueur de la protection vis-à-vis de l'infection. Alors, si on parle maintenant des tests PCR, ils font partie d'abord d'une chaîne d'activités. D'abord, c'est le prélèvement, le transport et la conservation. Il faut avoir le bon matériel, hein, les écouvillons appropriés pour faire un prélèvement nasopharyngé, qui est le prélèvement de choix. Il faut aussi que la personne soit qualifiée. Ce n'est pas facile de réaliser un prélèvement de cette nature. Et puis, il faut assurer ensuite les bonnes conditions de transport et de conservation jusqu'au laboratoire. Au laboratoire, il y a différentes façons de procéder. Il y a des systèmes qui permettent d'extraire le matériel génétique du virus, et puis après d'autres systèmes qui permettent de réaliser la technique de PCR au niveau de l'analyse. Et puis il y a d'autres systèmes qui permettent vraiment de faire ce qu'on appelle du sample to result, c'est-à-dire toutes les étapes de l'extraction à l'analyse sont réalisées sur un système. Et à l'issue de ça, eh bien, il faut valider le résultat, informé, et donc tout ça, ça doit se faire rapidement pour pouvoir être, je dirais, plein de réussite pour cette stratégie de tester, de tracer les contacts avec les patients infectés et de pouvoir les isoler pour éviter qu'il y ait d'autres contaminations. Ces analyses, elles sont réalisées en laboratoire hospitalier privé. Ces analyses sont adaptées aux tests en série. On peut rechercher le virus du SARS-CoV-2 seulement, ou alors, par exemple en saison hivernale, d'aller rechercher en même temps le virus de la grippe A, grippe B, le virus respiratoire syncytial, par exemple. Mais il y a aussi des tests qui permettent, et nous avons, nous Biomérieux, des tests multiplex qui permettent d'aller au-delà, de tester jusqu'à 22 pathogènes qui peuvent être responsables d'affections respiratoires, qu'elles soient virales ou bactériennes. Ces tests sont réalisables entre 1 heure et 5 heures au niveau du laboratoire et sont vraiment adaptés non seulement pour les patients symptomatiques, mais aussi pour les patients asymptomatiques, comme je le précisais tout à l'heure. Et ce sont des techniques qui sont très sensibles et très spécifiques dès lors que le prélèvement, le transport et la conservation ont été réalisés dans des bonnes conditions. Les tests antigéniques font appel aussi aux mêmes je dirais procédures de prélèvement, de transport et de conservation, mais font appel à des tests sous format de cassette, comme on peut voir sur la droite. Ce sont des tests qui sont qualitatifs. Ces tests sont rapides, de l'ordre de 15 à 30 minutes. Ils sont vraiment adaptés aux tests individuels, pas en série, comme je le précisais tout à l'heure. Et l'avantage aussi, ce sont des analyses qui sont délocalisables. Elles peuvent être réalisées, par exemple, en France maintenant, chez les pharmaciens, par les médecins, par des infirmiers, par les dentistes et en EHPAD. Par contre, la sensibilité est inférieure à celle de la PCR pour les raisons qu'on a précisées tout à l'heure. Et elles sont vraiment adaptées, ces analyses, pour les patients symptomatiques seulement, du fait de cette moindre sensibilité. Enfin, les tests sérologiques, là on parle d'un prélèvement sanguin donc, et ces analyses peuvent être réalisées sur des automates pour faire des séries en grande quantité, mais aussi sur des formats cassettes. Alors là, ce sera plutôt des tests qualitatifs et ces analyses sont réalisées en laboratoire, hospitalier privé. Elles peuvent donc se faire sur des automates pour assurer, je dirais, des plus grands volumes et avoir des tests semi-quantitatifs ou quantitatifs. Mais ce n'est pas tellement utilisé pour le diagnostic, plutôt pour les études de séroprévalence au niveau de l'épidémiologie, pour le suivi aussi de la vaccination certainement, et pour des situations particulières lorsqu'on n'a pas accès par exemple à la PCR. Alors ensuite, l'espoir c'est la vaccination.
Et il faut reconnaître qu'il y a une mobilisation formidable de tous les acteurs, je dirais start-up et pharma, qui a abouti en quelques mois à des candidats vaccins qui sont non seulement en phase clinique pour certains d'entre eux, mais même aujourd'hui en phase de campagne de vaccination. Et je voudrais souligner les innovations dans ce domaine. Ce sont les vaccins à ARN. Vous avez entendu parler des sociétés comme Moderna, Pfizer, CureVac aussi qui va arriver avec un vaccin avec cette technologie. Donc l'objectif, c'est de synthétiser un ARN qui code pour cette fameuse protéine de spicule et qui va entraîner, une fois qu'il est injecté chez l'homme, une réaction immunitaire, la synthèse d'anticorps qui viendront après défendre l'organisme en cas d'infection. Mais il existe aussi d'autres technologies, des technologies plus classiques à sous-unité, avec ou sans adjuvant, des vaccins à vecteurs viraux ou des vaccins ADN. Mais en tout, c'est plus de 52 candidats qui sont aujourd'hui en phase d'évaluation clinique, selon l'OMS, et 162 en phase préclinique. Et alors qu'il faut 7 à 10 ans pour développer un vaccin aujourd'hui, il faut voir qu'en l'espace d'une dizaine de mois, les vaccins ARN sont aujourd'hui sur le terrain. Bien sûr, on n'a pas encore tous les résultats de durée d'immunité, mais ils ont remarquablement fonctionné en termes d'efficacité déjà à court terme. Donc c'est une réalisation et un progrès notable qu'on doit souligner, même si ces technologies sont déjà travaillées depuis une vingtaine d'années, mais il n'y avait pas encore d'application en pratique médicale aujourd'hui. Alors, le bilan qu'on peut faire aujourd'hui, c'est malheureusement, effectivement, le triste constat de ces décès, plus de 1,6 million de personnes dans le monde, une crise économique sans précédent et le confinement de millions de personnes. Aujourd'hui encore, c'est le SARS-CoV-2 qui impose son tempo à la population mondiale. Mais néanmoins, on a fait quand même beaucoup de progrès. On a pu identifier, caractériser ce virus depuis janvier 2020. En l'espace de quelques mois, il y a eu des mobilisations de tous les acteurs du diagnostic pour fournir des tests. Sachez qu'en France, entre le mois de mai et le mois de novembre, il y a eu plus de 28 millions de tests PCR qui ont été réalisés. Donc c'est la preuve que les industriels et les laboratoires se sont organisés pour répondre à ces besoins. Il y a une connaissance approfondie de la physiopathologie, de la prise en charge des patients graves qui a permis d'améliorer cette prise en charge. Il y a beaucoup moins de mortalité aujourd'hui en soins intensifs qu'il n'y en avait au début de l'année. Ensuite, il y a toutes ces études de repositionnement de molécules thérapeutiques. Alors ça veut dire quoi? Ce sont des molécules qui existent, qui sont validées, qui ont des autorisations de mise sur le marché pour certaines indications et qui, à l'occasion du Covid-19, ont été testées pour ces applications. Et on a pu vérifier l'effet bénéfique de certaines d'entre elles, la dexaméthasone et d'autres inhibiteurs de cytokines qui sont utilisés, par exemple, dans le rhumatisme ou dans des maladies inflammatoires. Et on a pu aussi constater le manque d'efficacité sur d'autres produits. Donc c'est déjà beaucoup d'informations. Il y a aussi un développement d'approches thérapeutiques très prometteuses, l'immunothérapie passive, donc c'est mieux que la sérothérapie, c'est vraiment utiliser la capacité des lymphocytes B en prenant le code génétique et en synthétisant des anticorps monoclonaux in vitro, et puis aussi dans le domaine des antiviraux. Et puis c'est la mobilisation sans précédent pour le développement de candidats vaccins. Donc beaucoup d'informations, beaucoup de résultats scientifiques. Si vous consultez le site de Santé publique France, il y a énormément d'informations, mais ce n'est pas le seul. Mais il y a aussi beaucoup de fake news, donc il faut faire la part des choses. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut être positif. 2021, je pense qu'on saura imposer notre tempo à notre tour sur cette épidémie et ces infections au SARS-CoV-2. Mais néanmoins, tout ce qui concerne la prévention, les gestes barrières, restent et resteront d'actualité. Ils montrent leur efficacité non seulement vis-à-vis du SARS-CoV-2, mais aussi d'autres pathologies. Très peu de cas de grippe à ce jour aujourd'hui, peu de gastro-entérite. Et je suis confiant sur notre capacité à vaincre cette pandémie. Mais néanmoins, les coronavirus sont de plus en plus proches de l'homme. C'est lié au manque de biodiversité qui fait que les barrières qui existaient au préalable sont de moins en moins présentes aujourd'hui. Le fait qu'on a de plus en plus de densité de population à proximité de réservoirs comme la chauve-souris. Quand on prend la province du Guangdong dans le sud de la Chine, il y a énormément d'espèces de chauves-souris et plus de 100 millions de personnes avec de plus en plus de proximité. Donc il faut craindre qu'à l'avenir, il y ait de nouvelles épidémies liées au SARS-CoV 3 peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas que cette famille de virus qui est très plastique, très malléable, est sous haute surveillance. Et déjà l'OMS, lorsqu'il y a eu l'épidémie de SARS-CoV-1 en 2003, émettait des
je dirais, des alertes en se disant qu'il fallait se préparer à des pandémies. Certainement que l'Asie-Pacifique a été mieux préparée, mais néanmoins, nous allons arriver à contenir cette épidémie de SARS-CoV-2, j'en suis convaincu. Je vous remercie.